l'écran est bien visible du début et de la fin du récit. Cette séquence visuelle se manifeste en quelque sorte comme une métonymie de toute cette œuvre où il ne cesse de pleuvoir, définissant le récit comme une parenthèse aqueuse et effaçable. Dans le vocabulaire des comics, il s'agit d'une histoire imaginaire, histoire où de nombreuses conséquences peuvent survenir puisqu'il ne s'agit pas d'une vraie histoire dans la chronologie du personnage. L'histoire de mort s'oppose à celle du bon vieux temps, vous pouvez voir à l'écran, dont la photographie permet de capturer l'essence. Tous les éléments de cette photo semblent d'ailleurs avoir vieilli. Design des personnages, iconographie, l'air heureux et un peu niais des personnages. Il rappelle la vieille série TV que vous avez sûrement déjà vue, et peut-être ri. Ensuite, quand on arrive à mort, le présent est bien plus cauchemardesque, comme vous pouvez voir à l'écran, que ce passé édulcoré. Chaque action entraîne des conséquences. Le Joker tente de rendre fou le commissaire Gordon, notamment par la mise en scène du viol, fictif ou non, le lecteur l'ignore, de sa fille, la Batgirl. Le lecteur apprend seulement que le personnage féminin ne pourra plus jamais marcher. Ce n'est qu'un des forfaits du Joker. Tant qu'il reste en vie, on sait qu'il y en aura d'autres, assez souvent des morts. La relation née entre Batman et le Joker, que Christopher Nolan a très bien réussi à refléter dans le film The Dark Knight, produit une dangereuse cyclicité dans l'univers diégétique. Cette relation est par contre prodigieusement efficace d'un point de vue commercial, puisque super-héros et super-vilains ne meurent pas et vieillissent rarement. Et tant que Batman ne fait que capturer le Joker, celui-ci va s'échapper à nouveau et préparer des nouvelles machinations démentes. Leurs aventures peuvent ainsi durer ad vitam aeternam, définissant également les deux personnages qui sont les deux faces d'une même pièce. Prenant pleinement conscience de cette farce assez noire, les deux personnages éclatent de rire à la fin de l'épisode. Chez le super-héros classique, il y a une aventure, une parution, un cercle bouclé. Évidemment, ce schéma-là va se complexifier avec le temps. Ça va prendre de plus en plus de parutions avec une aventure soit bouclée et avec des séries comme par exemple X-Men où il y a des paradoxes temporels. Pour ceux par exemple qui ont vu le dernier film au cinéma, le schéma ne tient plus. La quête du justicier mourien l'amène à s'investir dans un projet précis à travers lequel il se définit. Son cheminement héroïque se réalise généralement sur une vie entière. La quête de chaque justicier se fonde sur les enjeux sociaux et politiques de son époque. Le développement du justicier mourien semble ainsi représentable par une ligne, voire une ligne infinie, dans la mesure où son projet serait continué par les générations futures. Cependant, il s'agit souvent d'une construction fictive qui se fait à son insu. Son parcours, en apparence linéaire, se révèle cyclique, s'apparentant au triacontagone, polygone de 30 côtés, je me suis pas trié pour dire ce mot-là, c'était très difficile, soit un enchevêtrement de petits segments droits, malgré une forme globale presque circulaire. Pour ma grosse citation de la conférence, la narration d'une vie produit souvent une construction fictive, éphémère et involontaire, phénomène que souligne Lucie Bourassa dans la citation suivante. La fiction invente un temps intermédiaire entre la durée humaine et l'éternité hors temps, l'aéon, qui rattache tous les moments de la succession à un point final pour leur donner un sens. Grâce à ce point hors de la durée, à cet artifice d'éternité, la narration console les générations mortelles et les aide à vivre. Donc, passons maintenant à une très belle mise en page de Promethea, qui montre très bien la cyclicité dans laquelle sont généralement pris les personnages mouriens. Les deux, Promethea, marchent sur une immense route en forme de symbole de l'infini ou d'anneau de Moebius. La moitié supérieure de la boucle montre le jour. Vous pouvez voir ici, on a le soleil et des nuages, tandis qu'en dessous, nous avons la nuit et des étoiles. Les deux Promethea peuvent ainsi parcourir à l'infini un cycle de jour et de nuit comparable au cycle terrestre. Cela montre qu'on peut fort bien avancer dans le temps et l'espace sans toutefois marquer une réelle progression dans le récit. Déjà à la première case de la double planche, l'un des personnages mentionne son impression de déjà-vu. La lecture de cette mise en page remet en question le début et la fin de l'acte de lecture qui perd effectivement son sens dans cette représentation de l'infini. Une résonance entre le début et la fin est souvent visible et insiste sur la cyclicité des œuvres, procédé efficace étant donné le médium, pour montrer que la quête des personnages se termine généralement en queue de poisson. Watchmen possède également une structure circulaire comparable au complexe mécanisme d'une immense horloge. Le premier chapitre se clôt de manière analogue à son ouverture. Le smiley du comédien est déposé sur le sol, puis survient le même travelling arrière. Comme vous pouvez voir à l'écran, on a le même smiley qui est déposé au début et à la fin du chapitre, et ensuite on a, à travers toutes les cases, un travelling.
Ce procédé va être encore utilisé à la finale. Alors que l'ouverture de l'œuvre montre le smiley du comédien, recouvert de son sang, il a été tué par Adrien, la dernière planche montre le journaliste avec le même smiley sur son chandail et qui est taché de ketchup. Alors que la mort du comédien entraîne le début de l'enquête du Rorca et de l'écriture de son carnet d'investigation, où il note toute la narration du récit, l'envoi du carnet au journaliste lui transmet la responsabilité de témoigner de la vérité sur les actes meurtriers d'Adrien. La similitude physique entre le Rorca sans son masque, qu'on voit ici passer, et le journaliste, qu'on voit sur la plupart des cases de la dernière planche, permettent aussi de montrer ce rapprochement. D'ailleurs, avec les notes qui apparaissent en annexe de chaque chapitre, on a l'impression que notre lecture suit celle du journaliste qui est en train de reconstituer la trame du récit. La présence d'un élément iconographique récurrent marque également le prologue et l'épilogue de Fromelles. La mouette, symbole de Sirgul, alias Jack l'Éventreur, se décompose sur la grève, tandis que les deux personnages de l'histoire errent dans les cases. Les deux personnages évoquent leur sombre passé secret, destiné à rester dans l'ombre, ce qui illustre la noirceur de la nuit qui envahit le dessin. L'enquête de l'inspecteur à Berlin ne peut qu'aboutir à un cul-de-sac. Même si les autorités sont complètement dépassées par la violence des crimes du médecin royal, ils ne peuvent pas laisser la population découvrir ces actes sanguinaires. La reine Victoria elle-même se trouve trompée par les dessins de sa mouette. Sirgul lui explique combattre le groupe qui a provoqué la Révolution française. Lui seul parvient à son objectif, réaliser les 5 morts sacrificielles pour produire une œuvre durable et transcender les frontières du temps. Seulement, en contemplant les hommes du futur par un voyage dans le temps, il découvre que ceux-ci ont une autre vision du monde profondément étrangère et matérialiste qui ne sera nullement apte à apprécier le mysticisme de son œuvre, rendant par le fait même son sens éphémère. Dans l'épilogue, la mouette qui pourrissait dans le prologue a maintenant fini d'être dévorée par les mouches qui peuvent désigner tous ceux qui se nourrissent sans fin des récits de l'Éventreur. Le lecteur qui a achevé l'œuvre et qui l'analyse voit généralement bien sa circularité. Durant la lecture, cependant, la tension et l'imaginaire de la fin grandissant donnent une impression de linéarité. Malgré tout, plusieurs éléments iconographiques renvoient à la circularité. 2 cycles fondamentaux vont par exemple se compléter dans Watchmen. Le premier est celui de la grande horloge de l'Apocalypse au début de chaque chapitre. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est l'horloge de l'Apocalypse, c'est une vraie horloge qui a été inventée durant la guerre froide, à une époque où il pouvait y avoir une guerre nucléaire. Et si l'horloge atteignait le minuit, c'était la fin du monde. Parce que l'humanité venait de s'autodétruire. Et d'ailleurs, cette horloge est encore utilisée aujourd'hui. C'est une nouvelle qui date de janvier. Ça m'a énormément surpris de l'avoir dans l'actualité parce que je travaille tout le temps là-dessus, donc ça c'est un peu surréel d'avoir apparaître mes nouvelles sur Facebook. Donc, à mesure que l'horloge avance, l'imaginaire de la fin grandit et rappelle constamment l'attention hautissante. Il y a en outre la convergence de 2 fins, celle inévitable de l'œuvre que nous sommes en train de lire, nous, lecteurs, et la fin potentielle du monde fictionnel que menace le conflit nucléaire en pleine guerre froide au milieu de l'horloge de l'Apocalypse. Chaque chapitre vient réduire le temps restant. Tout au long du récit, la récurrence du cercle insiste sur cette tension liée à l'imaginaire de la fin, comme le souligne Gabriel Tremblay-Godet dans son mémoire. Les 3 motifs de cercle, le smiley, l'horloge et l'icône de radioactivité, s'amalgament en un seul lorsque l'on connaît l'existence de l'horloge de l'Apocalypse. Par exemple, prochaine image, au moment où le docteur Manhattan quitte la Terre, morose, il construit une immense horloge sur Mars, qui en se détruisant produit l'immense smiley du comédien. Resté dans l'ombre, le second cycle est celui d'Adrien et s'achève avec l'apparente réussite de sa quête. La pleine lune, qui brille dans le ciel de New York, illustre la complétude du projet et le dévoilement de la puissance du justicier. Comme la lune pleine, son apparition est claire et rayonnante avant que le justicier ne disparaisse à nouveau dans la nuit avec le poids de ses remords. J'aurais pu faire la même analyse sur V pour Vendetta, comparer 2 formes de labyrinthe qui existent en anglais. Malheureusement, je n'aurai pas le temps. Je vais juste vous montrer rapidement quelque chose. Sur cette planche, on est vraiment face à un ligne, à un mur, à un labyrinthe traditionnel. C'est la vision des personnages tant qu'ils sont dans une société totalitaire orwellienne. En passant, dans l'univers du justicier, on accède à un univers avec des cercles, avec une ouverture, avec un sort de symbole d'éternité aussi, très mysticiste. Et c'est 2 visions qui sont opposées l'une à l'autre. 2 icônes aussi dans V pour Vendetta que je ne pouvais m'empêcher de parler.
le grand escalier en spirale que les deux personnages principaux utilisent sans cesse dans le repère de V, et la signature de V qui ici est représentée en domino, qui fait une très belle séquence visuelle. Surtout que la séquence finit vraiment comme ça, alors qu'elle est enclenchée, donc ça laisse vraiment au lecteur imaginer la suite. Dans la série Swamp Thing, la créature organique échappe à l'évolution héroïque humaine, dans son marais en Louisiane. Vous pouvez vraiment penser à Jean-Jacques Rousseau et son Bon Sauvage. Ça représente très bien l'œuvre. En acceptant sa nature, elle suit le cycle saisonnier de l'œuvre. Dans la seconde intégrale de Swamp Thing, la créature passe en effet par le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et encore le printemps. Et c'est l'occasion de très belles expérimentations visuelles. La rotation du médium dans le printemps, qui est l'occasion de célébrer l'amour, permet de changer de perspective, de présenter une vision totale de la nature dans laquelle la complétude est fondamentale. Et aussi, c'est une manière d'expliciter, d'illustrer l'acte sexuel. Je vais juste montrer la séquence. Je n'ai pas tout pu mettre, ça dure vraiment ça. Une parution complète, donc à peu près 22 pages, mais ça donne grosso modo ça. Là, on est vraiment censé tourner le médium, parce que sinon on n'est plus capable de le lire. Et les autres pages sont dans cet ordre-là. Là, c'est, on pourrait dire, le summum de la relation, qui met en lumière plein de contraires, vie, mort et des choses comme ça. Et nous avons le retour à la réalité à la fin de l'acte. Donc, cette séquence présente plusieurs qualités: beauté, synthèse, expérimentation des richesses du médium, surtout pour l'époque où la série est parue aux États-Unis. C'était dans les années, il me semble, 85, et c'était très en avance sur ce qui était paru, surtout dans le comic de super-héros, qui est un genre quand même souvent assez plate d'un point de vue narration et expérimentation. En conclusion, la volonté du sujet maurien est contrecarrée par la nature même des récits et de leur structure cyclique. L'iconographie de la structure des œuvres joue sur cette circularité et sur l'oscillation entre la complétude d'une longue quête et son indéniable cyclicité. Il s'agit d'un aspect paradoxal de la constitution des justiciers mauriens. Il se pose comme l'extension de la figure du super-héros, mais ont la volonté de s'affranchir de ses limites. Les inévitables retours à la case départ permettent de témoigner de la faible durabilité d'actions pourtant éclatantes et démesurément violentes. Il est à noter que les justiciers qui produisent un legs symbolique peuvent voir leur projet continué par un disciple, comme c'est le cas dans V pour Vendetta. Dans ce cas précis, chaque nouveau disciple peut à son tour compléter le cycle et peut-être faire un peu plus durer ce temps d'éternité si cher aux héros. Je vous remercie. Bravo.